La salle de conférence ressemblait à un mausolée. Tout en acajou poli et en air conditionné étouffant. J'étais assise. Les mains sagement jointes sur mes genoux. Un portrait de sérénité que je ne ressentais absolument pas. De l'autre côté de la table massive, mon mari, Richard, s'agitait avec impatience sur sa chaise en cuir. Un homme pressé de rompre un lien de 42 ans comme s'il s'agissait d'un désagrément mineur. À côté de lui, son avocat, Maître Sterling, un ami de longue date du club de golf, dégageait un air de satisfaction suffisante. Mais mon regard dérivait sans cesse vers le bout de la table. Vers mon fils, William. Son visage un masque de chagrin et de confusion. Et à côté de lui, la main possessivement posée sur sa cuisse, se trouvait ma belle-fille, Ambre. Son expression était celle d'une sympathie soigneusement étudiée. Mais je pouvais voir la lueur prédatrice dans ses yeux. Le triomphe. Une semaine auparavant, elle avait couché avec mon mari. Une semaine avant que nous ne signions ces papiers qui allaient me dépouiller de ma maison et de mon histoire. Je prétendais ne rien savoir. Sterling fit glisser un épais document sur la table. Comme vous le verrez, Éléonore, dit-il. Son ton dégoulinant de condescendance. Nous avons rédigé un accord plus que généreux. Je souris. Une petite courbe discrète de mes lèvres. Je pris le lourd et coûteux stylo qu'il m'offrait. Ils observaient tous, retenant leur souffle, s'attendant à des larmes, des disputes, un dernier plaidoyer désespéré. Ils s'attendaient à ce que je craque. Ils pensaient avoir gagné. Ils ne savaient pas que je planifiais ce moment depuis des semaines. Ils ne savaient pas que le jeu était truqué depuis le début par moi. Ce que je fis ensuite laissa tout le monde sous le choc. Je signai de mon nom. Éléonore Élisabeth Dubois. D'une main ferme et sans hâte. Puis je fis glisser les papiers de l'autre côté de la table. J'espère que cela t'apportera tout ce que tu recherches. Richard. Dis-je. Ma voix aussi douce que la soie. Il pensait que la partie était terminée. Il n'avait aucune idée qu'elle ne faisait que commencer. Quelques semaines plus tôt, le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de dentelle de ma salle à manger, projetant des motifs tachetés sur la belle vaisselle que j'avais disposée pour le déjeuner. Claire avait appelé ce matin-là. Sa voix inhabituellement tendue lorsqu'elle avait demandé si nous pouvions parler. Juste nous deux. Quelque chose dans son ton me noua l'estomac. Mais je repoussai ce sentiment, l'attribuant au malaise général qui s'était installé dans ma maison comme une fine couche de poussière. Claire était la sœur aînée de ma belle-fille Ambre. Bien que nous ayons toujours été cordiales, notre relation était faite d'une distance polie, maintenue pour le bien de l'harmonie familiale. Je lissai la nappe de mes mains. Le même lin de couleur crème que j'utilisais pour les réunions de famille depuis 30 ans. À 64 ans, je tirais encore une grande fierté du maintien des traditions, de la création d'un foyer accueillant entre les murs de cette belle demeure de Neuilly qui avait abrité 3 générations de ma famille. Dernièrement, cependant, la maison semblait trop silencieuse, ces grandes pièces résonnant de ma solitude. Richard, mon mari depuis 42 ans, était distant depuis des mois. Il trouvait toujours des excuses, une crise au cabinet, un dîner tardif avec des clients, une montagne de paperasse qui le cloîtrait dans son bureau bien après que je sois allé me coucher. L'odeur de son eau de Cologne familière avait été remplacée par quelque chose de nouveau, de plus vif et d'inconnu qui s'accrochait à ses chemises. Et William, notre fils de 35 ans, était si absorbé par son mariage avec Ambre que ses visites étaient devenues au mieux superficielles. De brefs passages qui ressemblaient plus à des obligations qu'à des moments précieux. La sonnette retentit de sa mélodie familière et douce, me tirant de mes pensées. J'ouvris la lourde porte en chêne pour trouver Claire sur mon perron.
serrant son sac à main comme un bouclier. Elle avait l'air pâle. Son maquillage habituellement parfait légèrement maculé autour de ses yeux verts. Comme si elle avait pleuré et avait tenté à la hâte de réparer les dégâts. Éléonore. Merci de me recevoir, dit-elle. Sa voix à peine un murmure. Bien sûr. Ma chère. Entrez. Entrez. Je la fis entrer dans le vestibule frais. Mes talons claquant doucement sur le sol en marbre. Je la conduisis à la salle à manger. Notant comment ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle posait son sac. La pièce était baignée de soleil. La table une image de grâce civilisée. Mais un frisson semblait la suivre à l'intérieur. J'ai préparé quelques macarons et le cake au citron que tu avais tant aimé à Pâques dernier. Dis-je. Ma voix plus chaude que ce que je ressentais. Elle esquissa un faible sourire mais ne toucha pas à la nourriture que j'avais si soigneusement arrangée. Au lieu de cela, elle fixait ses mains jointes sur la table. Ses jointures blanches de tension. Je lui versai un verre de thé glacé. La carafe en cristal suant dans l'air chaud. Claire? Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je doucement, prenant le siège en face d'elle. On dirait que tu as vu un fantôme. Elle leva les yeux alors, et je vis quelque chose dans son regard qui me glaça le sang. C'était un cocktail d'émotions que je ne pus déchiffrer immédiatement de la douleur. Certainement. Et de la culpabilité. Mais en dessous de tout cela, il y avait une sorte d'amour désespéré. Une férocité protectrice qui semblait entièrement déplacée. Éléonore. Je dois vous dire quelque chose. Commença-t-elle. Sa voix vacillant. Et je ne sais pas comment le dire sans tout détruire. Mon cœur commença à battre un rythme lent et lourd contre mes côtes. Mais je gardai ma voix stable. Une vie entière de pratique pour maintenir mon sang-froid entrant en jeu. Quoi que ce soit. Nous pouvons y faire face ensemble. Tu le sais. Claire laissa échapper un souffle tremblant. Des larmes finissant par perler dans ses yeux et couler sur ses joues. C'est à propos d'Ambre. Et de Richard. Le monde bascula légèrement sur son axe. Les motifs familiers du papier peint semblant nager devant mes yeux. Mais je me forçai à rester immobile. Une statue sculptée par des décennies d'endurance silencieuse. Mes mains, qui reposaient sur la table, je les joignis calmement sur mes genoux. Qu'y a-t-il à leur sujet? Les mots sortirent d'elle en un flot précipité. Comme si elle les avait retenus si longtemps qu'ils avaient accumulé une pression insupportable. Ils ont une liaison. Je sentis quelque chose se fissurer en moi. Une fracture interne profonde. Comme de la glace se brisant sur un étang gelé. Le son était assourdissant dans le silence de mon propre esprit. Mais mon expression extérieure resta placide. Ma voix, quand je la retrouvai enfin, était stable. En es-tu certaine? Claire hocha misérablement la tête. Incapable de croiser mon regard. Je le sais depuis des semaines. Je les ai vus. Je les ai vus ensemble dans ce petit café près du bureau de Richard. Le Jacquemart André. Ils se tenaient la main par-dessus la table. S'embrassaient. Pas une bise amicale sur la joue. Éléonore. Ils s'embrassaient comme des amants. L'image qu'elle peignait était si vive, si vulgaire, que je dus fermer les yeux un instant. Richard. Mon Richard. Dans ce café qu'il prétendait toujours trop branché pour son goût. Avec elle. Avec Ambre. Le cake au citron sur la table me parut soudain écœurant de douceur. J'ai confronté Ambre à ce sujet. Continua Claire. Sa voix chargée de honte. Je l'ai suppliée de penser à ce qu'elle faisait. À William. À vous. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle a ri.
Rire. Le mot flotta dans l'air entre nous. Laid et tranchant. Elle a dit que ce n'était pas mes affaires. Mais Éléonore. Les choses qu'elle a dites sur vous. Sa voix se brisa complètement alors. Et elle se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Une terreur froide, plus aiguë que le choc initial, s'insinua en moi. Je devais savoir. Je devais comprendre toute l'étendue de la trahison. Quelle chose? Claire? Demandai-je. Bien qu'une partie de moi, celle qui s'accrochait encore au souvenir de 42 ans de vie partagée, ne voulait pas savoir. Elle leva les yeux. Son visage strié de larmes. Elle a dit que vous étiez vieille et ennuyeuse. Que vous reteniez Richard. Elle a dit qu'il méritait d'être heureux. D'avoir un peu d'excitation dans sa vie. Chaque mot était une nouvelle blessure. Elle a dit qu'une fois le divorce finalisé, elle s'assurerait que vous obteniez le moins possible. Elle a planifié tout ça. Éléonore. Tout. Elle a dit. Elle a dit qu'elle n'avait épousé William que pour se rapprocher de la famille. De l'argent. Elle travaille Richard au corps depuis des mois. Le flattant. Lui donnant l'impression d'être à nouveau jeune. La pièce tournait autour de moi. Un vortex étourdissant de trahison et de tromperie. Je m'agrippai au bord de la lourde table en acajou. Mes jointures devenant aussi blanches que les siennes. 42 ans de mariage. Un fils que j'avais élevé avec chaque once d'amour et de dévouement que je possédais. Une belle fille que j'avais accueillie à bras ouverts. Organisant la réception pour son mariage dans cette même pièce. Tout cela. Chaque fête partagée. Chaque photo de famille sur la cheminée. Chaque souvenir tissé dans l'étoffe de cette maison. Était un mensonge. Une illusion méticuleusement conçue qui s'effritait en poussière à cause de l'avidité et d'un manque de moralité à couper le souffle. Ma voix était un murmure quand je parlais enfin. Pourquoi me dis-tu cela? Claire? Elle tendit la main par-dessus la table et sa main fraîche et tremblante saisit la mienne. Parce que c'est mal? Dit-elle avec une férocité soudaine. Parce que vous n'avez été que gentillesse envers ma sœur. Envers toute notre famille. Depuis le jour où elle a rencontré William. Et vous ne méritez pas ça. Parce que William. Mon Dieu. William ne mérite pas d'être marié à quelqu'un capable d'un tel niveau de tromperie. Elle fit une pause. S'essuyant les yeux de sa main libre. Et parce que j'aime mon neveu. Même s'il n'est pas de mon sang. Je ne peux pas rester là et regarder Ambre détruire tout ce qu'il y a de bon dans cette famille pour sa propre ambition égoïste. Je fixai nos mains jointes. La mienne ridée et tachetée par l'âge. La sienne lisse et jeune. Une alliance étrange et inattendue forgée dans le creuset de la trahison. William le sait-il? Non. Murmura-t-elle. Et je ne sais pas si je devrais lui dire. Cela le détruirait. Il l'adore. Je libérai doucement ma main et me levai. Le mouvement lent et délibéré. Je marchai jusqu'à la baie vitrée qui donnait sur la roseraie que Richard et moi avions plantée ensemble dans nos premières années. Les roses étaient en pleine floraison. Leurs pétales cramoisis et rose pâle une touche de couleur vibrante contre le feuillage vert foncé. Tout semblait si normal. Si paisible. Mais maintenant je savais que sous la belle surface. Les racines pourrissaient. Que ferez-vous? Demanda Claire derrière moi. Sa voix teintée d'anxiété. Je me retournai pour lui faire face. Et dans cette courte marche de la table à la fenêtre, quelque chose avait changé en moi. Le choc initial et fracassant laissait place à quelque chose de plus froid. De plus dur. De plus calculateur. J'avais passé toute ma vie d'adulte à prendre soin des autres. À aplanir les problèmes. À être l'encre de la famille. La gardienne de la paix. Mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait être aplani. C'était une déclaration de guerre.
Rien, dis-je calmement. Les yeux de Claire s'écarquillèrent d'incrédulité. Rien? Éléonore? Vous ne pouvez pas juste. Je vais prétendre n'avoir jamais entendu cette conversation. L'interrompis-je. Ma voix dépourvue du tremblement que je sentais dans mon âme. Je vais sourire et jouer l'épouse et la mère dévouée. Et je vais les laisser penser qu'ils sont en train de gagner. Mais... Éléonore. Balbutia-t-elle. Confuse. Votre mariage. William. Claire. Ma chère. Dis-je. Retournant à la table et m'asseyant. Mes mains étaient parfaitement stables alors que je me versais une tasse de thé que je ne voulais pas. Certains jeux exigent de la patience. Et j'ai été patiente pendant très longtemps. Je croisai son regard. Et elle dut y voir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui la surprit. Car elle se recula légèrement sur sa chaise. Dis-moi. Ambre sait-elle que tu es ici? Non. Elle pense que je suis à une conférence de travail à Paris. Bien. Dis-je. Un sentiment de clarté perçant le brouillard de ma douleur. Il faut que ça reste comme ça. Peux-tu faire ça pour moi? Peux-tu prétendre ne m'avoir jamais rien dit? Claire hocha lentement la tête. Ses yeux scrutant mon visage. Oui. Mais qu'en est-il de William? Et du divorce qu'il prépare si manifestement? Je pris une gorgée de thé lente et délibérée, laissant le rituel familier calmer mes pensées agitées. La délicate tasse en porcelaine semblait solide et réelle dans mes mains. Certaines batailles ne se gagnent pas en chargeant l'ennemi de front. Ma chère. Dis-je, posant la tasse avec un léger clic. Parfois, il faut laisser ses ennemis marcher droit dans le piège qu'on leur a tendu. Il faut les laisser croire qu'ils ont déjà gagné. Après le départ de Claire, je restai longtemps seule dans ma salle à manger ensoleillée, à fixer le gâteau et les macarons intacts. La maison semblait différente maintenant, comme si les murs même s'étaient déplacés, se réalignant autour de cette nouvelle et terrible connaissance. Chaque photo de famille sur la cheminée semblait se moquer de moi. Richard et moi le jour de notre mariage. Si jeune et plein de certitudes insensées. William enfant. Souriant avec une dent de devant en moins. Un portrait du Noël dernier. Nous quatre. Avec le bras d'Ambre enroulé possessivement autour de William. Son autre main reposant légèrement sur l'épaule de Richard alors qu'ils souriaient tous pour l'appareil photo. Un mensonge parfaitement composé. Quand Richard rentra ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer son dîner préféré, un bœuf bourguignon. Le même plat que j'avais préparé presque tous les jeudis depuis 40 ans. L'odeur de thym et de laurier emplissait l'air. Un arôme familier et réconfortant qui faisait maintenant partie de la comédie. Ça sent bon, dit-il. Sa voix distraite alors qu'il desserrait sa cravate. Il ne croisa pas mon regard, se concentrant plutôt sur le courrier que j'avais laissé sur le comptoir en granit. Longue journée au bureau? Demandai-je. Mon ton parfaitement agréable. Comme si je ne savais pas qu'il avait probablement passé sa pause déjeuner avec ma belle-fille. C'est maintenant les siennes au lieu d'un dossier juridique. Comme d'habitude. Grogna-t-il. Mon temps déjà se changeait. Je continuais à mettre la table. Mes mouvements automatiques et précis. L'argenterie lourde. Les serviettes en lin amidonnées. Les verres à eau polie jusqu'à l'éclat. Tous les petits rituels d'une vie que je réalisais maintenant étaient construites sur des sables mouvants. Quand il revint, nous mangeâmes dans un silence relatif. Le gouffre entre nous plus large que la longueur de la table. La conversation se limita à des sujets banals, la météo. Un robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités. La bourse. Mais je l'observais maintenant. Je l'observais avec de nouveaux yeux.
Notant des choses que j'avais inconsciemment enregistrées mais consciemment ignorées pendant des mois. La façon dont il vérifiait son téléphone. Qu'il avait placé face contre table à côté de son assiette. La nouvelle montre d'aspect coûteux à son poignet que je ne lui avais pas rachetée. Le fait simple et accablant qu'il ne me regardait plus quand il parlait. 42 ans. Et je voyais seulement maintenant mon mari clairement. Cette nuit-là. Alors qu'il gisait à côté de moi dans notre grand lit. Sa respiration profonde et régulière dans le sommeil. Je fixai le plafond sombre et pris une décision. Il voulait jouer à des jeux. Il se croyait si malin. L'homme d'affaires chevronné et la jeune femme ambitieuse. Unis dans leur arrogance et leur mépris pour la femme, vieille et ennuyeuse, qui se dressait sur leur chemin. Très bien. Qu'ils jouent. Mais ils n'avaient aucune idée de l'adversaire qu'ils affrontaient. Ils jouaient contre la femme qui avait bâti cette famille. Qui connaissait chaque secret détenu entre ses murs. Qui avait hérité non seulement d'une maison, mais d'un héritage. Un héritage avec des protections qu'ils ne pouvaient absolument pas imaginer. Ils avaient commencé le jeu. Mais ce serait moi qui le terminerais. Vivre en sachant la trahison. C'était comme marcher sur du verre brisé. Chaque sourire que je forçais. Chaque conversation agréable que j'entretenais. Me coupait plus profondément l'âme. Mais je persistais. Jouant mon rôle d'épouse et de mère qui ne se doute de rien avec la dévotion d'une actrice. Tout en observant attentivement la tromperie élaborée qui se déroulait dans ma propre maison. Je devins une étudiante de leurs mensonges. Cataloguant chaque regard en coin. Chaque appel téléphonique chuchoté. Chaque excuse boiteuse. Mon chagrin était une pierre froide et dure dans ma poitrine. Mais j'appris à construire ma stratégie autour d'elle. 3 jours après la révélation de Claire, Ambre arriva pour notre dîner dominical habituel. Elle entra dans ma cuisine. Un tourbillon d'énergie juvénile et de tissu coûteux. Portant une nouvelle robe de créateur d'une teinte un peu trop audacieuse pour un repas de famille décontracté. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés. Son sourire aussi brillant et faux que des bijoux de pacotille. Éléonore. Vous êtes magnifique. S'exclama-t-elle. M'embrassant avec une chaleur théâtrale qui me fit frissonner. Le parfum cher qui s'accrochait à sa peau était écœurant. Et avec un sursaut nauséeux. Je le reconnus. C'était le même parfum inconnu que j'avais détecté sur les chemises de Richard dernièrement. J'adore ce que vous avez fait avec les fleurs sur la table. Elles viennent du jardin ? Je lui rendis son étreinte. Mes mains lui tapotant le dos dans un geste qui paraissait maternel mais qui me donnait l'impression d'évaluer une adversaire. Merci. Ma chère. Oui. Les David Austin sont particulièrement belles cette année. William ne devrait pas tarder. Voudrais-tu un verre de vin en attendant ? Ce serait adorable. Dit-elle. S'installant à l'îlot de cuisine avec une élégance étudiée. Croisant ses longues jambes. Elle me regarda tandis que je sortais une bouteille de chardonnay du réfrigérateur à vin. En fait, dit-elle, sa voix baissant d'un ton conspirateur, j'espérais que nous pourrions avoir une petite discussion. Juste entre filles. Mes mains restèrent stables pendant que je manœuvrais le tire-bouchon. Bien que mon cœur se soit mis à battre la chamade. Ça y était. Le prochain coup dans son jeu soigneusement orchestré. Bien sûr. À quoi penses-tu ? Ambre prit une gorgée délicate du vin que je lui avais versé et se pencha en avant. Son expression un masque parfait d'inquiétude. Je m'inquiète pour vous. Éléonore. Pour vous et Richard. L'audace de la chose me coupa presque le souffle. La voilà. L'architecte de la destruction de mon mariage ? Prétendant être ma confidente ? Mon allié. C'était une performance digne d'un prix. Je devais admirer son culot ? Même si cela me remplissait d'une fureur froide. Ah oui. Dis-je. Ma voix soigneusement neutre.
Pourquoi serais-tu inquiète? Eh bien, commença-t-elle en soupirant de façon dramatique. Vous semblez si distant ces derniers temps. Lors des réunions de famille, il y a cette tension. C'est comme si vous étiez dans la même pièce, mais à des kilomètres l'un de l'autre. Elle posa sa main manucurée sur la mienne dans un geste de fausse sympathie. Sa peau était fraîche au toucher. Le mariage peut être si difficile après tant d'années. L'étincelle. Elle s'estompe parfois. Ce n'est la faute de personne. Je hochai la tête pensivement, comme si je considérais vraiment ses paroles. Tu sais, tu as peut-être raison. Nous traversons une période difficile. Les yeux d'Ambre s'illuminèrent d'un éclair de satisfaction qu'elle essaya, sans y parvenir, de déguiser en inquiétude. Avez-vous envisagé une thérapie? Ou peut-être. Elle s'interrompit, comme si elle hésitait à dire ce qu'elle pensait. Peut-être est-il temps de penser à ce qui vous rendrait tous les deux plus heureux à long terme. Je décidai de l'aider. Tu penses que nous devrions divorcer? Demandai-je. Ma voix plate, la laissant croire qu'elle me menait à cette conclusion. Oh! Je ne dis pas ça. Se rétracta-t-elle rapidement. L'image parfaite de quelqu'un qui ne voulait pas dépasser les bornes. Mais je pouvais voir l'excitation bouillonner juste sous sa façade inquiète. Je pense juste que la vie est trop courte pour rester dans un mariage qui n'est pas épanouissant. Vous méritez d'être heureuse. Éléonore. Vraiment heureuse. Vous méritez quelqu'un qui vous apprécie pour la femme merveilleuse que vous êtes. L'ironie était suffocante. Un nuage épais et vénéneux. La femme qui couchait avec mon mari me disait que je méritais mieux. C'est très attentionné de ta part de dire ça. Ambre. Je me soucie tellement de cette famille. Continua-t-elle, sa voix prenant une sincérité étudiée à la fois impressionnante et répugnante. William voudrait que ses deux parents soient heureux. Même si cela signifie séparés. Et honnêtement, ajouta-t-elle en me serrant légèrement la main, vous êtes encore une femme si séduisante. Je suis sûre qu'il y a plein d'hommes distingués qui seraient ravis d'avoir quelqu'un comme vous. Elle me projetait déjà dans mon nouveau rôle, la divorcée seule mais digne. Bien rangée dans un appartement quelque part. Pendant qu'elle prendrait ma place. Je souris et hochai la tête, jouant le rôle de l'épouse vieillissante et naïve, gentiment guidée vers la sortie par sa belle-fille attentionnée. À l'intérieur, j'étais une sténographe judiciaire, cataloguant chaque mot, chaque geste, chaque manipulation calculée pour une future procédure que personne d'autre ne savait à venir. Quand William arriva, la dynamique changea immédiatement. Ambre se transforma en épouse dévouée. Un parangon de félicité conjugale. Elle buvait ses paroles, lui touchait constamment le bras et riait de ses blagues avec un plaisir exagéré que je voyais maintenant comme complètement creux. William, béni soit son cœur confiant, se prélassait dans son attention, ignorant que les yeux de sa femme dérivaient constamment vers la porte d'entrée, attendant que la voiture de son père n'arrive dans l'allée. Richard entra dans la salle à manger 20 minutes en retard, prétendant avoir été retenu au bureau un samedi. Les joues d'Ambre prirent une jolie teinte rosée quand il m'embrassa sur la joue en guise de salut. Et je regardai, l'estomac noué. Leurs yeux se croisaient juste un instant de trop par-dessus la table. C'était une conversation silencieuse et illicite dans laquelle j'étais désormais experte. Désolé d'être en retard, dit Richard, prenant sa place habituelle en bout de table. Crise avec le dossier Matthews. Pas de problème du tout. Papa, répondit facilement William. On parlait juste des vacances qu'Ambre et moi prévoyons pour le mois prochain. Ah. C'est vrai? Dit Richard. Son attention soudainement concentrée. Son regard se déplaça vers Ambre.
Où pensez-vous aller? Nous n'avons pas encore décidé, dit Ambre. Sa voix plus haletante que d'habitude. Peut-être un endroit chaud? Tropical. Un endroit où nous pourrons juste nous échapper de tout. La façon dont elle regarda Richard en prononçant le mot « échapper » me retourna l'estomac. C'était une invitation? Une promesse. Mais je continuais à couper mon roast-beef d'une main ferme. Maintenant mon expression agréable et maternelle. Ça a l'air merveilleux, dis-je. Ma voix vive. Vous les jeunes. Vous travaillez si dur. Vous méritez une pause. Après le dîner, pendant que William et moi débarrassions la table, un rituel dominical familier, Ambre et Richard restèrent à table. Leurs têtes étaient proches. Leur conversation basse et intime. Je tendis l'oreille pour capter des fragments de leurs paroles pendant que je rinçais les assiettes à l'évier, l'eau courante servant de couverture à mon espionnage. On ne peut pas continuer comme ça. La voix d'Ambre, urgente et suppliante. Plus pour très longtemps. La réponse de Richard, basse et rassurante. Elle se doute de quelque chose. Ambre encore? Une note d'inquiétude dans sa voix. Elle ne sait rien? Dit Richard. Son ton dédaigneux. Elle est trop absorbée par son jardin et ses œuvres de charité pour remarquer quoi que ce soit. Ils avaient tort. Je savais tout. Mais je continuais à charger le lave-vaisselle, fredonnant doucement pour moi-même comme si je n'avais pas le moindre souci au monde. J'étais le fantôme dans ma propre maison. Invisible. Sous-estimé. Et c'était mon plus grand avantage. La semaine suivante, je pris rendez-vous. Pas avec l'avocat de la famille que Richard et moi utilisions depuis des années. Un homme qui jouait au golf avec Richard un week-end sur 2. Je pris rendez-vous avec une femme vive et pragmatique nommée Maître Patricia Tran, dont le cabinet était spécialisé dans les affaires complexes de divorce et de succession. Son bureau se trouvait dans une tour de verre élégante et anonyme à La Défense, loin de nos quartiers habituels de Neuilly, m'assurant de ne pas être vue par quiconque pourrait le rapporter à Richard. Patricia était plus jeune que moi, probablement dans la fin de la quarantaine, avec des yeux sombres et intelligents et un air de compétence tranquille qui me mit immédiatement à l'aise. Elle écouta sans m'interrompre pendant que j'exposais la situation. Ma voix calme et factuelle, omettant l'émotion brute qui bouillonnait juste sous la surface. Madame Dubois, dit-elle après que j'eus terminé, ses doigts formant un clocher sous son menton. Je dois vous demander. Pourquoi n'avez-vous pas confronté votre mari directement au sujet de la liaison? Je joignis mes mains sur mes genoux, l'or usé de mon alliance me semblant lourd et étranger. Parce que ce n'est pas seulement une question de liaison. Maître Tran? Dis-je, choisissant mes mots avec soin. C'est une tentative calculée de me déposséder. Mon mari et ma belle-fille croient que je suis une vieille femme naïve et sentimentale qui fondra en larmes et acceptera les miettes qu'ils daigneront me jeter. Je veux comprendre exactement à quoi j'ai affaire sur le plan juridique avant de faire quoi que ce soit. Cette maison, nos biens, notre héritage familial. J'ai besoin de savoir précisément où j'en suis. Patricia hocha la tête. Une lueur d'approbation dans ses yeux. Une approche intelligente. La plupart des gens laissent l'émotion guider leurs décisions. Commençons par les bases. Comment vos actifs sont-ils actuellement titrés? Pendant l'heure qui suivit, nous passâmes tout en revue. Les comptes d'investissement accumulés au fil des décennies de ma gestion budgétaire rigoureuse et des revenus de Richard. L'entreprise familiale que Richard avait héritée de son père. Et surtout, la maison. Cette grande demeure de Neuilly, achetée il y a 40 ans non pas avec l'argent de Richard, mais avec l'héritage que j'avais reçu de ma famille. J'avais apporté une copie de l'acte de propriété,
ainsi qu'un épais document relié en cuir que j'avais récupéré d'un coffre-fort ce matin-là. C'était la structure juridique originelle mise en place par mon grand-père. Un homme redoutable qui avait fait fortune dans le transport maritime et qui avait une méfiance profonde envers les beaux parleurs. C'est intéressant, dit Patricia, ses yeux vifs balayant les pages jaunies des documents. Elle ajusta ses lunettes. Votre grand-père était très avant-gardiste pour son époque. C'était un homme qui croyait à la protection des siens, dis-je simplement. En effet. Elle pointa un paragraphe spécifique. Cette structure, une société civile immobilière, a des dispositions très spécifiques et blindées concernant la succession et, plus précisément, le divorce. Quel genre de dispositions ? Demandai-je, mon pouce accélérant. Patricia lut le document. Sa voix claire et précise. En cas de dissolution du mariage d'un bénéficiaire direct de la lignée familiale, la disposition de la résidence principale située au 14 Allée des Saules, Neuilly-sur-Seine, sera déterminée comme suit. Elle leva les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. Il est stipulé que la maison ne peut jamais être vendue ou transférée à quiconque en dehors de votre lignée directe tant qu'un héritier de sang est en vie. Vous en êtes l'usufruitière à vie. Même en cas de divorce, votre mari n'aurait aucun droit légal sur la propriété elle-même. Elle appartient à la famille, via la SCI. Une vague de soulagement si profonde qu'elle me donna presque le vertige m'envahit. Mon grand-père, mort depuis 50 ans, tendait la main à travers le temps pour me protéger. Mais il y a plus, dit Patricia. Un léger sourire effleurant ses lèvres pour la première fois. Et cette partie est assez inhabituelle. C'est une clause d'infidélité. Une clause d'infidélité ? Oui. Une disposition pour faute grave ? Comme il l'appelle ici. Elle lut à nouveau. Dans le cas où ledit mariage serait dissous en raison d'un adultère prouvé de la part du conjoint non bénéficiaire, la partie fautive perdra tout droit sur les actifs dérivés d'eux, liés à ou maintenus par la dite SCI. Elle enleva ses lunettes et me regarda directement. Madame Dubois, cela signifie que si vous pouvez prouver la liaison de votre mari, vous conserveriez non seulement la maison, mais aussi plusieurs autres investissements et propriétés clés qui ont été achetés avec des fonds mélangés aux actifs de la SCI au fil des ans. Des biens dont votre mari croit actuellement qu'il est copropriétaire et dont il a droit à la moitié. Je me reculai dans le fauteuil en cuir moelleux, sentant quelque chose comme de l'espoir s'agiter dans ma poitrine pour la première fois depuis des semaines. Un espoir froid, clair et magnifique. Et il n'a aucune idée de ses dispositions ? Patricia secoua la tête. D'après ce que vous m'avez dit. Il semble que lui et son conseil juridique fonctionnent sur l'hypothèse standard de la communauté de biens réduite aux acquêts dans un mariage de longue durée. Ils n'ont aucune idée que votre grand-père a essentiellement construit une forteresse autour de votre héritage. Je quittai le bureau de Patricia en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis un mois. Le verre brisé sur lequel j'avais marché me semblait soudain être un chemin solide vers l'avenir. Richard et Ambre pensaient jouer aux échecs. Mais ils ne connaissaient même pas toutes les pièces sur l'échiquier. Ils jouaient aux dames, tandis que je préparais un échec et mat qu'ils ne verraient jamais venir. Ce soir-là, je regardais Richard lutter pour maintenir sa façade de mari dévoué. Il complimenta ma cuisine avec un enthousiasme forcé, s'enquit de ma journée avec un intérêt fabriqué de toutes pièces, et m'embrassa le front pour me souhaiter bonne nuit avec des lèvres qui avaient embrassé une autre femme. Mais je pouvais voir les fissures dans sa performance maintenant. La culpabilité le rongeait, même si son arrogance le convainquait qu'il s'en sortait. C'était un homme pris au piège de sa propre fabrication, et il ne le savait même pas encore. Richard, dis-je alors que nous nous préparions à nous coucher. Ma voix douce. Je me brossais les cheveux devant ma coiffeuse.
observant son reflet dans le miroir. Il se raidit. Le dos tourné vers moi alors qu'il suspendait sa chemise dans le placard. Oui. J'ai réfléchi. Dis-je en posant ma brosse. J'ai réfléchi à ce qu'Ambre a dit l'autre jour. Sur notre mariage. Il se tourna alors. Et je vis un éclair de quelque chose dans ses yeux. Du soulagement? De l'excitation? Il essayait de le cacher. Mais je le vis. Qu'y a-t-il à ce sujet? Demanda-t-il. Sa voix soigneusement neutre. Peut-être qu'elle a raison? Dis-je avec un soupir, laissant mes épaules s'affaisser dans une démonstration de résignation lasse. Peut-être que nous sommes justes. Arrivés au bout. Peut-être est-il temps que nous considérions tous les deux nos options. Que nous poursuivions notre propre bonheur. Ou que cela puisse nous mener. Richard hocha lentement la tête. Son expression une étude soignée de solennité. Mais il ne put empêcher une étincelle triomphante dans ses yeux. Il pensait que je me rendais. Il pensait que son plan fonctionnait parfaitement. Si c'est ce que tu veux vraiment. Éléonore, dit-il. Sa voix pleine de fausse sympathie. Je veux juste que tu sois heureuse. Menteur. Mais je lui souris en retour. Un sourire triste et doux qui complétait ma performance d'épouse vaincue. Je veux que nous soyons tous les deux heureux. Richard. Alors que je gisais dans mon lit cette nuit-là, écoutant la respiration satisfaite et régulière de Richard à côté de moi, je pensais au sourire triomphant d'Ambre, à la robe et au parfum cher qu'elle portait chez moi. Je pensais à la façon dont elle touchait l'épaule de mon fils tout en planifiant sa fuite avec son père. Il se croyait si malin. Il pensait avoir déjà gagné. Il n'avait aucune idée que le jeu ne faisait que commencer. Et j'allais savourer chaque coup. Les bureaux d'avocats de Sterling et associés occupaient le dernier étage d'un gratte-ciel étincelant de la Défense. Un espace conçu pour intimider avec ses étendues de marbre, d'acajou et ses baies vitrées offrant une vue imprenable sur Paris. J'étais assise dans la salle de réception, les mains sagement jointes sur mes genoux, dégageant une tranquillité hautement fabriquée. Richard faisait les 100 pas près des fenêtres. Un lion dans une cage de sa propre fabrication. Il vérifiait son téléphone toutes les quelques secondes. La mâchoire serrée par une énergie anxieuse qu'il ne parvenait pas tout à fait à dissimuler. Il avait été sur les nerfs toute la matinée, me parlant sèchement au petit déjeuner et marmonnant à voix basse d'en finir avec ça. Il voulait sa liberté. Et il était agité que l'étape finale prenne si longtemps. Ambre avait, bien sûr, insisté pour venir. Sa raison déclarée était de soutenir William pendant cette période difficile pour la famille. Un sentiment si outrageusement faux qu'il en était presque comique. Elle était assise à côté de mon fils maintenant sur un canapé bas en cuir, sa main reposant possessivement sur sa cuisse pendant qu'elle lui chuchotait ce que je ne pouvais que supposer être des paroles rassurantes à l'oreille. Elle était l'image d'une belle fille solidaire. Son visage un masque de douce inquiétude. Mais je vis le tapotement nerveux de son pied. La façon dont ses yeux filaient vers Richard. L'anticipation électrique qu'elle pouvait à peine contenir. Aujourd'hui était le jour de son couronnement. William avait l'air dévasté. Son visage était pâle et tiré. Ses épaules affaissées. Il croyait toujours que ce divorce était une décision mutuelle. Bien que triste, une fin à l'amiable d'un mariage qui avait simplement suivi son cours. Il avait été silencieux et renfermé pendant des semaines, me traitant avec une gentillesse douce et pleine de pitié qui me brisait le cœur. Si seulement il savait la vérité. Si seulement il savait que la femme qui lui chuchotait des mots de réconfort était une vipère que nous avions accueillie dans notre foyer. Un homme grand aux cheveux d'argent, dans un costume impeccablement taillé, s'approcha de nous. Son sourire était lisse et étudié. Éléonore. Richard. Je suis maître Bertrand Sterling. Merci d'être venu aujourd'hui.
Richard avait choisi Sterling lui-même, affirmant que cet homme était le meilleur avocat spécialisé en divorce de Paris. Ce que Richard avait commodément omis de mentionner, c'est que Sterling était aussi son ami de longue date et son partenaire de golf. Un détail que j'avais découvert lors de mes propres recherches discrètes sur les antécédents de l'homme. Ce n'était pas une médiation. C'était une embuscade. Nous fûmes conduits dans une salle de conférence dominée par une table massive qui aurait pu accueillir 20 personnes. L'air était épais d'une odeur de cuir et de cire au citron. Sterling prit place en bout de table, étalant une épaisse pile de documents sur la surface polie avec l'efficacité d'un illusionniste préparant ses accessoires. Richard s'assit à sa droite. Un subordonné loyal. Je pris la chaise directement en face d'eux, posant mon simple sac à main en cuir sur le sol à côté de moi. William et Ambre se positionnèrent à l'autre bout de la table, assez proches pour observer mais retirés des débats principaux, comme des spectateurs à une exécution publique. Avant de commencer, dit Sterling, sa voix portant l'autorité douce de quelqu'un habitué à contrôler des salles pleines de gens anxieux, je veux m'assurer que tout le monde comprend qu'il s'agit d'une dissolution à l'amiable. Les deux parties ont exprimé le désir de traiter cette affaire avec dignité et équité. Il me jeta un coup d'œil, une lueur de défi dans les yeux. Je hochai la tête gracieusement. Mon expression douce. Bien sûr. C'est ce que nous voulons tous les deux. N'est-ce pas, Richard? Richard me lança un regard rapide et incertain, probablement surpris par mon ton coopératif. Il s'était attendu à une bataille. Il s'était préparé à de la résistance, des disputes, des larmes. Au lieu de cela, je n'avais été que raisonnable, voire placide, depuis que j'avais accepté le divorce, et ma docilité l'avait clairement déstabilisé. Cela ne faisait pas partie de leur scénario. Excellent, continua Sterling, sa confiance retrouvée. Maintenant, examinons la proposition de règlement. Il fit glisser un épais dossier relié en cuir sur la table vers moi. Comme vous le verrez, nous avons tenté de diviser les biens matrimoniaux équitablement, en tenant compte de la durée du mariage et des contributions des deux parties au fil des ans. J'ouvris le dossier et commençai à lire, gardant mon expression soigneusement neutre, même si les mots sur la page faisaient bouillir mon sang d'une rage froide et silencieuse. Selon la proposition magnanime de Sterling, je recevrais le petit appartement que nous avions acheté dans le Marais comme investissement locatif il y a 15 ans, un 2 pièces stériles, sans caractère et sans jardin. Je recevrais également la moitié de notre compte d'épargne joint, un chiffre qui semblait étrangement bas, et une modeste prestation compensatoire mensuelle qui couvrirait à peine les charges de l'appartement. Richard, en revanche, conserverait tout le reste. La maison familiale, la maison de ma famille. L'entreprise qu'il avait héritée mais que j'avais aidé à soutenir pendant des années en recevant des clients et en soutenant sa carrière. La résidence secondaire à Deauville. La majorité de notre vaste portefeuille d'investissement. Ce n'était pas une division équitable. C'était une prise de contrôle hostile. Cela semble plutôt unilatéral, dis-je doucement, sans lever les yeux des documents. Je tournai une page lentement, comme si j'étudiais les petits caractères avec grand soin. Sterling se racla la gorge. Un son de condescendance étudié. Je comprends votre inquiétude, Éléonore. Mais nous devons considérer la réalité de la situation. Richard a été le principal soutien de famille tout au long du mariage. Et l'entreprise, le cabinet Dubois et Associés, nécessite une continuité de direction pour maintenir sa valeur. La maison, continua-t-il, son ton devenant encore plus paternaliste, a des coûts d'entretien et des impôts fonciers importants qui seraient, eh bien, un fardeau considérable pour vous à gérer avec un revenu réduit.
La traduction était claire, il pensait que j'étais trop vieille. Trop dépendante. Trop illettrée financièrement pour me battre pour ce qui m'appartenait de droit. Il me tapotait la tête tout en me poussant vers la porte. De plus, poursuivit Sterling, pressant son avantage, il y a quelques complications concernant la maison en particulier. Notre recherche préliminaire de titre indique qu'il pourrait y avoir des irrégularités avec l'acte de propriété original et la documentation de la SCI de votre grand-père. C'est assez archaïque et alambiqué. Il agita une main dédaigneuse. Jusqu'à ce que ces problèmes soient correctement résolus. Ce qui pourrait prendre des années et des frais juridiques importants. Il serait prudent pour tout le monde de laisser la propriété au nom de Richard pour éviter toute complication juridique prolongée. Je faillis rire. L'audace pure a coupé le souffle. Ils essayaient de voler la maison de ma famille en utilisant des complications juridiques fabriquées comme écran de fumée. La forteresse que mon grand-père avait construite autour de moi. Il la décrivait comme une ruine chancelante. Je pouvais voir Ambre du coin de l'œil, assise un peu plus droite sur sa chaise. Un scintillement de sourire sur ses lèvres. Elle était probablement déjà en train de redécorer mentalement la chambre principale. Choisissant des nuanciers de peinture et de nouveaux meubles. Je vois. Dis-je doucement. Et ces irrégularités? Quand pensez-vous qu'elles seront résolues? Sterling agita de nouveau sa main avec dédain. Comme pour chasser une mouche. Oh. Ces choses peuvent prendre des années à régler. Des transferts de propriété générationnelle? Des modifications de statuts obscurs. C'est un véritable bourbier juridique. Vraiment. Il vaut mieux pour tout le monde que nous gardions les choses simples et propres. Richard se pencha en avant. Sa voix prenant le ton patient et indulgent qu'il utilisait autrefois pour m'expliquer des accords commerciaux complexes à table. Éléonore. Je sais que ce n'est pas facile. Mais Sterling sait de quoi il parle. De cette façon. Tu n'auras pas à t'inquiéter des impôts fonciers? De l'entretien? De tous ces maux de tête. L'appartement sera parfait pour toi. Il est tout neuf. Sécurisé. Beaucoup plus gérable. Gérable. Comme si j'étais une enfant qui avait besoin d'être protégée des responsabilités d'adulte. Comme si je n'avais pas géré cette maison. Ses finances et son calendrier social exigeant pendant plus de 40 ans. Je levai lentement mon regard des papiers et regardai autour de la table. Observant chaque visage. Sterling. Suffisant et satisfait de sa manipulation habile du langage juridique. Richard. Essayant d'avoir l'air sympathique tout en contenant à peine son excitation d'obtenir tout ce qu'il voulait. Un homme libre avec une fortune et une jeune maîtresse. Ambre. Les yeux brillants de triomphe alors qu'elle s'imaginait comme la nouvelle maîtresse du 14. Allée des Saules. Et William. Mon doux garçon. Ayant l'air profondément mal à l'aise mais confiant que ses parents. Les deux personnes qu'il aimait le plus au monde. Géraient les choses aussi équitablement que possible. Eh bien? Dis-je en fermant le dossier d'un claquement sec et final. Je suppose que vous avez pensé à tout. Sterling sourit. Un prédateur qui pense que la proie s'est enfin rendue. Nous avons essayé d'être minutieux? Oui. Bien sûr. Ajouta-t-il. Une dernière fioriture de fausse magnanimité. Vous êtes libre de faire examiner les documents par votre propre avocat. Mais je pense que vous trouverez que tout est assez standard pour un cas comme celui-ci. Un cas comme celui-ci. Une épouse dévouée de 42 ans jetée sans cérémonie pour que son mari puisse commencer une nouvelle vie avec la femme de leur fils. Ce ne sera pas nécessaire? Dis-je. Ma voix claire et ferme. Je saisis le stylo que Sterling m'avait si obligeamment offert plus tôt. Où dois-je signer? La pièce devint silencieuse. L'air crépitait de surprise. Même Ambre semblait déconcertée par ma capitulation immédiate. Elle s'était préparée à un combat,
À une scène. Mon acceptation tranquille était un anticlimax. Maman? La voix de William était incertaine, teintée d'inquiétude. Tu es sûre? Peut-être que tu devrais prendre un peu de temps pour y réfléchir. Je tournai toute mon attention vers mon fils. Cet homme bon et honorable qui croyait encore à l'équité et à l'honnêteté parce que je l'avais élevé ainsi. Je lui fis un sourire triste et aimant. Mon chéri. Parfois dans la vie, il faut savoir quand se battre et quand accepter la réalité. Ton père et moi avons eu une belle vie. Mais il est temps pour nous deux de commencer de nouveaux chapitres. Richard fronçait les sourcils maintenant, clairement perplexe face à ma reddition facile. Il avait préparé des arguments et des justifications pour expliquer pourquoi il méritait tout. Il avait répété des discours sur ses contributions et mon manque de contribution. Ma docilité le rendait nerveux. C'était trop facile. La signature va ici. Éléonore, dit Sterling rapidement, retrouvant son sang-froid et pointant une ligne au bas de la dernière page. Et ici. Et un paraphe ici. Je signai de mon nom avec des traits fermes et délibérés. Chaque lettre était précisément formée. L'élégante écriture cursive qu'on m'avait enseignée dans ma jeunesse. Éléonore Élisabeth Dubois. La même signature que j'avais utilisée sur notre acte de mariage il y a 42 ans. À l'époque où j'étais une jeune fille naïve qui croyait au mot « pour toujours et à jamais ». Voilà. Dis-je, posant le stylo et regardant directement Richard. Je soutins son regard, le laissant voir la dignité tranquille que j'avais convoquée. J'espère que cela t'apportera tout ce que tu recherches. Quelque chose vacilla dans ses yeux alors de la culpabilité. Peut-être. Ou une reconnaissance tardive et fugace de ce qu'il était en train de détruire. Mais le moment passa aussi vite qu'il était venu. Remplacé par la satisfaction égoïste d'un homme qui pensait s'être tiré d'affaire de la trahison ultime. Il avait sa fortune. Il avait sa liberté. Et bientôt, il aurait sa maîtresse. Ambre pouvait à peine se contenir. Elle tendit la main et serra celle de William. Sa voix haletante avec un mélange nauséabond d'excitation et de fausse solennité. Je suis si fière de la maturité avec laquelle vous gérez tous les deux cette situation. Il faut une vraie force pour faire passer la famille en premier. La famille en premier. La femme qui couchait avec son beau-père me faisait la leçon sur le fait de faire passer la famille en premier. L'hypocrisie était si profonde qu'elle en était presque sublime. Merci. Ma chère. Dis-je chaleureusement, croisant son regard triomphant. Cela signifie beaucoup, venant de toi. Alors que nous nous préparions à partir, Sterling rassembla les documents signés avec une satisfaction évidente. Je déposerai ça au tribunal dès demain matin. Le divorce devrait être finalisé dans les 60 jours. Tout est très simple à partir de maintenant. 60 jours. 60 jours avant que Richard ne soit libre d'épouser la femme de son fils. 60 jours avant qu'Ambre ne pense déménager ses vêtements de créateur dans mon dressing. 60 jours avant qu'il ne découvre que certains jeux ont des règles que les joueurs ne connaissent même pas. 60 jours avant que la prévoyance de mon grand-père et ma propre patience ne fassent s'effondrer leur monde autour d'eux. À l'extérieur du bâtiment, sous la lumière crue et impitoyable du soleil, William me serra fort dans ses bras. Son corps était raide de larmes non versées. Maman. Ça va? Tu as l'air si calme face à tout ça. Je lui tapotai la joue. Mon cœur endolori par sa douleur. Son ignorance. Ce garçon qui ressemblait tant à son père à cet âge. À l'époque où Richard avait encore une âme. Je vais bien. Mon chéri. Tout va se passer exactement comme il se doit. Ambre apparut à côté de nous. Son bras glissant autour de la taille de William avec une possessivité étudiée. Elle me sourit radieusement. Ta mère est une femme incroyablement forte. Mon cœur.
Elle va être tellement plus heureuse maintenant. Un nouveau départ. J'en suis sûre. Acquiesçai-je, croisant son regard triomphant avec un sourire serein. J'en suis sûre que nous le serons tous. Alors qu'ils s'éloignaient vers leur voiture, je pouvais entendre le bavardage excité d'Ambre me parvenir. Elle parlait de m'aider à faire mes cartons, de me trouver une gentille résidence pour senior où je pourrais me faire des amis de mon âge, de la façon dont la vie serait plus simple pour tout le monde maintenant. Je restai là un long moment à l'ombre du gratte-ciel, regardant mon mari et ma belle-fille célébrer leur victoire. Je sentis une satisfaction profonde et froide s'installer dans ma poitrine. Un sentiment aussi solide et inflexible que le granit. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir déjoué la vieille femme naïve qui avait passé 42 ans à s'occuper de tout le monde sauf d'elle-même. Il n'avait aucune idée que dans exactement 60 jours, lorsque leur divorce serait finalisé et qu'ils essaieraient de réclamer leur prix, ils découvriraient que certaines propriétés n'appartiennent ni aux maris ni aux femmes, mais à des lignées qui remontent à des générations. Ils découvriraient que la forteresse n'était, en fait, pas une ruine. Je me dirigeai vers ma voiture d'un pas assuré, mon esprit déjà clair et concentré. Je sortis mon téléphone de mon sac à main, mes doigts parcourant mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais, Maître Patricia Tran. Il y avait des préparatifs à achever, des documents à rassembler et quelques coups de plus à jouer dans cette partie d'échecs dont ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de la perdre. Le vrai spectacle était sur le point de commencer. Les 2 semaines qui suivirent la réunion au cabinet de Sterling furent une leçon magistrale de tromperie. Je me déplaçais dans mes journées avec un calme surréaliste. Un lac placide dont la surface ne trahissait aucun des courants turbulents qui s'agitaient en dessous. Je commençais à faire des cartons. Un processus lent et méthodique qui servait de couverture parfaite à mon véritable travail. Je les étiquetais avec un marqueur noir linge de cuisine. Objets sentimentaux. Garde-robe d'été tout pour la frime. En réalité, les objets les plus importants que je rassemblais n'étaient pas des tasses à thé en porcelaine ou des albums photos, mais des relevés financiers, de vieilles lettres et des actes de propriété que j'organisais soigneusement pour Maître Tran. Richard et Ambre étaient ivres de leur victoire. Ils me traitaient avec une gentillesse mielleuse et condescendante qui était presque plus insultante qu'une hostilité ouverte. Richard me tapotait l'épaule en disant des choses comme « Tu es si courageuse face à tout ça. » Éléonore. Comme si j'étais une enfant se remettant d'un genou écorché. Ambre m'appelait tous les jours, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes, offrant de m'aider à trier toutes mes vieilles affaires, et suggérant des décorateurs d'intérieur pour mon nouvel appartement, beaucoup plus gérable. Elle mesurait déjà les rideaux de ma maison avec ses yeux. Chaque appel téléphonique, chaque commentaire paternaliste, était une goutte de carburant de plus sur le feu de ma résolution. Je les laissais croire qu'ils avaient le contrôle. Je jouais à la perfection le rôle de l'épouse légèrement confuse et au cœur brisé. Je oubliais où j'avais rangé les choses. Je soupirais avec nostalgie en regardant de vieilles photos de famille. Je posais à Richard des questions simples sur les finances, renforçant sa conviction que j'étais totalement incapable de gérer mes propres affaires. Il voyait ce qu'il voulait voir, une femme vaincue, résignée à son avenir diminué. Pendant ce temps, mes appels téléphoniques nocturnes avec Patricia étaient tout le contraire. Ils étaient vifs, stratégiques et ciblés. Le mélange des fonds est la clé. Éléonore, avait-elle expliqué un soir? Sa voix un contrepoint net au chant des grillons devant ma fenêtre. Richard a utilisé les dividendes de la SCI familiale pour financer une part importante de son investissement initial dans le cabinet Dubois et Associés. Il a utilisé des fonds de la SCI pour payer l'acompte de la propriété de Deauville. Il traite la SCI comme sa tirelire personnelle depuis des décennies, tout en croyant y avoir droit. Selon la clause d'infidélité de votre grand-père, tout cela vous revient. Donc,
Pas seulement la maison, avais-je clarifié, en regardant le portrait de mon grand-père au visage sévère qui était accroché dans le bureau. Pas seulement la maison, confirma Patricia. Nous parlons d'une participation majoritaire dans son entreprise et de la résidence secondaire. Cet homme est sur le point de découvrir qu'il vit dans un château de cartes. Et vous, ma chère, êtes celle qui tient l'allumette. Je m'occupais de ma roseraie, coupant les fleurs fanées avec le claquement précis et satisfaisant de mon sécateur, quand j'entendis le bruit de pneus crissant sur le gravier de mon allée. C'était la voiture de William. Une berline pratique et discrète, si différente de la Mercedes tapa accent grave l'œil de son père. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de son habituel salut joyeux en sortant, il resta assis au volant un long moment, les mains agrippées au volant comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Sa silhouette était rigide de tension. Quand il sortit enfin de la voiture, je vis que mon fils était un homme brisé. Son apparence habituellement impeccable était débraillée. Sa chemise était froissée. Ses cheveux noirs décoiffés. Mais ce furent ses yeux qui me brisèrent vraiment le cœur. Ils avaient ce regard vide et dévasté de quelqu'un dont le monde venait de voler en éclats en 1 million de morceaux méconnaissables. William. Je posai mon sécateur et mon panier de fleurs fanées et me précipitai vers lui. Mon cœur battant à tout rompre avec un mélange de terreur et de sombre justification. Mon chéri. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Il me regarda un instant, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il ne trouvait pas les mots. Il semblait regarder à travers moi. Puis son visage se décomposa, et il s'effondra sur les marches en pierre bleue de mon Porsche comme une marionnette dont on aurait coupé les ficelles. Il enfouit son visage dans ses mains, et ses épaules se mirent à trembler de profonds sanglots rauques. Elle m'a menti, murmura-t-il, sa voix brute d'une douleur si profonde qu'elle en était presque physique. Tout le temps. Tout. Un mensonge. Je m'assis à côté de lui sur la pierre fraîche, l'odeur d'herbe fraîchement coupée et de roses remplissant l'air autour de nous. Un contraste saisissant avec la laideur du moment. Je ne me fis pas confiance pour parler. Une partie de moi, la mère en moi, voulait l'entourer de mes bras et lui dire que tout irait bien. Une autre partie, plus froide, voulait exiger des détails, avoir enfin la confirmation concrète de ce que je savais depuis des semaines. Au lieu de cela, j'attendis, lui laissant l'espace pour trouver son propre chemin vers la vérité à son propre rythme. J'ai trouvé des messages, finit-il par étouffer, fixant ses propres mains comme si elles appartenaient à un étranger. Sur son iPad. Il était synchronisé avec son téléphone. Des centaines. Entre Ambre et papa. Il prononça le mot « papa », comme s'il avait un goût de poison. Il planifiait tout ça depuis des mois. Depuis des mois. Maman. Mon propre cœur se serra pour lui. Pour la manière brutale dont son innocence lui avait été arrachée. Mais je forçai ma voix à rester calme. À être l'encre dont il avait si désespérément besoin. Planifier quoi? Exactement. William? Il laissa échapper un rire amer et étranglé qui ne ressemblait en rien à mon fils doux et de bonne humeur. Tout. Le divorce. La liaison. Il se croyait si malin. Attendant que tu aies signé les papiers pour s'enfuir ensemble. Ambre se vantait. Elle se vantait auprès d'une amie dans un des messages de la facilité avec laquelle elle vous avait manipulé tous les deux. Elle t'appelait la veuve éplorée et moi. Elle m'appelait la poule aux œufs d'or. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Même si je connaissais la substance de la trahison depuis des semaines. L'entendre dans leur propre langage grossier et cruel. Répété par mon fils au cœur brisé.
Le rendit réel et viscéral d'une manière que toutes mes observations et suspicions n'avaient pas réussi à faire. Comment l'as-tu découvert? Demandai-je doucement, ma main planant sur son dos, voulant offrir du réconfort mais ne sachant pas s'il pouvait supporter d'être touché. Claire? Dit-il. Sa voix épaisse d'un mélange de gratitude et de chagrin. Claire m'a appelé ce matin. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec la culpabilité. Qu'elle ne pouvait pas regarder ça arriver. Elle m'a dit où chercher. Quoi chercher? J'ai pensé. J'ai pensé qu'elle était folle au début. Je les ai défendus. J'ai défendu Ambre. Mais ensuite, j'ai vérifié son iPad pendant qu'elle était sous la douche. Et tout était là. Chaque mensonge. Chaque mot. Il s'interrompit. Incapable de finir la phrase. Secouant la tête avec incrédulité. Je pouvais imaginer ce que contenaient ces messages. L'excitation illicite. La planification méticuleuse. Les rires cruels aux dépens des deux personnes qu'il trahissait si cavalièrement. Mon pauvre fils confiant. Réduit à une poule aux œufs d'or, aux yeux de la femme qu'il aimait. Claire essaie d'avertir les gens depuis des semaines? Continua William. Sa voix prenant un ton plus dur. Elle a dit qu'elle avait essayé de parler à Ambre. L'avait supplié d'arrêter ça avant que ça n'aille trop loin. Mais Ambre s'est juste moquée d'elle. Elle a dit à Claire qu'elle avait travaillé trop dur pour se rapprocher de l'argent de notre famille pour abandonner maintenant. L'argent. Bien sûr. À la fin. Tout revenait toujours à l'argent. Pas l'amour. Pas une connexion authentique. Juste un calcul froid et impitoyable des actifs et de l'héritage. Ambre n'était pas tombée amoureuse de mon mari. Elle avait formé un partenariat commercial avec lui. Où est Ambre maintenant? Demandai-je. Ma voix toujours calme. Je l'ai confrontée ce matin. Je lui ai montré les messages. J'ai mis l'iPad juste devant elle. William s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Une nouvelle colère d'acier commençant à remplacer la dévastation. Elle n'a même pas essayé de nier? Maman. Elle n'a même pas eu la décence d'avoir l'air honteuse. Elle a juste haussé les épaules et a dit que j'étais naïf si je pensais qu'elle m'avait jamais vraiment aimé. Elle a dit que papa pouvait lui donner la vie qu'elle méritait. Une vie que je ne pourrais jamais lui donner. La cruauté désinvolte. Le mépris pur qu'elle avait pour lui. Me coupa le souffle. Rejeter des années de mariage? Se moquer de l'amour d'un homme bon qui n'avait fait que la chérir, c'était un niveau de sociopathie vraiment glaçant. Je l'ai mise à la porte, dit William. Sa voix gagnant en force à chaque mot. Je lui ai dit qu'elle avait 1 heure pour faire ses valises et sortir de notre maison. Et elle? Elle s'est encore moquée de moi. Elle a dit que ça n'avait pas d'importance parce que bientôt, elle vivrait dans un endroit bien plus agréable. Un endroit bien plus agréable. La maison de ma famille. La maison qu'elle croyait bientôt sienne. Un prix pour sa traîtrise. Je suis tellement désolée. Mon chéri. Dis-je. Me permettant enfin de poser une main réconfortante sur son épaule. Ses muscles étaient tendus en nœuds serrés de tension. Tu ne méritais rien de tout ça. William leva les yeux vers moi alors. Ses yeux cerclés de rouge mais clairs. Scrutant mon visage. Comment peux-tu être si calme? Comment peux-tu juste faire des cartons et prévoir de déménager? Papa t'a trahi aussi. Il a jeté 42 ans de mariage pour elle. J'étudiais le visage de mon fils. Cet homme que j'avais élevé à croire en la bonté et la loyauté. Et je pris une décision. Il n'était plus le garçon innocent et confiant que je devais protéger de la vérité. Il avait été forcé dans cette laide réalité. Et il méritait de savoir qu'il n'était pas seul. Il méritait de savoir que quelqu'un d'autre se battait pour ce qui était juste. William.
dis-je. Ma voix basse et sérieuse. Il y a quelque chose que je dois te dire. À propos du divorce. À propos de ce qui s'est vraiment passé dans ce cabinet d'avocats. Au cours de l'heure suivante, assis là sur les marches ensoleillées de la maison qui était l'épicentre de ce tremblement de terre, je lui racontais tout. Je lui parlais de l'avertissement initial de Claire. De mes semaines d'observation attentive et d'ignorance feinte. De mes rendez-vous secrets avec Maître Tran. Et je lui parlais de la SCI de mon grand-père. Des dispositions blindées dont Richard et Ambre ne savaient rien. William écouta en silence. Abasourdi. Son expression passant de la confusion à l'incrédulité. Et enfin, à une admiration lente et stupéfaite. Il me dévisagea tandis que j'expliquais comment j'avais délibérément joué le rôle de l'épouse naïve et vaincue. Les berçant dans un faux sentiment de sécurité pendant que je rassemblais mes preuves et préparais ma véritable riposte. Tu savais, murmura-t-il quand j'eus terminé. Sa voix pleine d'émerveillement. Pendant tout ce temps. Alors que j'avais pitié de toi. Tu savais ce qu'il faisait. Je savais. Confirmai-je doucement. Et je les ai laissés penser qu'ils avaient gagné parce que parfois. La meilleure stratégie est de laisser vos adversaires révéler exactement qui ils sont avant de faire votre coup. J'avais besoin qu'ils soient trop confiants. J'avais besoin qu'ils mettent leur cupidité par écrit. Dans un document juridiquement contraignant. William me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Pas comme sa mère douce et obsédée par le jardinage, mais comme une force redoutable dont il ignorait l'existence. Maman. Je n'en avais aucune idée. Je n'avais aucune idée que tu étais si stratégique. Je lui fis un sourire triste. 42 ans de mariage t'apprennent beaucoup sur les gens. Mon chéri. Ça t'apprend leur force, leurs faiblesses et leurs angles morts. Et le plus grand angle mort de ton père a toujours été son ego. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il. Une nouvelle lueur dans les yeux. La lueur d'un combat. Quand papa découvrira la SCI? Quand ils réaliseront qu'ils ont été joués? Je me levai, époussetant la terre de mes vêtements de jardinage. Le soleil était haut dans le ciel, et la journée semblait soudain pleine de possibilités au lieu de terreur. Ça, mon cher, c'est à eux de voir. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils vont devoir vivre avec les conséquences. William se leva aussi, et pour la première fois depuis son arrivée, il ressemblait plus à lui-même. Plus grand. Plus fort. Et nous? Demanda-t-il. Je veux dire. Je sais qu'Ambray était ma femme. Mais je ne peux pas juste prétendre que ça n'est pas arrivé. Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Tu n'as rien à prétendre? L'assurai-je. Ma voix ferme. Tu es la partie innocente dans tout ça. William. Et tu as tout à fait le droit de te protéger. Et de te battre pour ta famille. Comme si elle était convoquée par notre conversation. Une autre voiture entra dans l'allée. Cette fois, c'était la petite hybride discrète de Claire. Elle sortit, le visage empreint d'anxiété, et se précipita vers nous, les yeux fixés sur William. William. Je suis tellement désolée, dit-elle, la voix chargée d'émotion en atteignant les marches. Je suis tellement désolée. Je sais que tout est de ma faute. Si je ne t'avais pas dit de regarder. Tu m'as sauvée? L'interrompit William. Sa voix ferme et claire. Il s'avança vers elle, comblant l'espace entre eux. Claire? Tu m'as sauvée. Si tu ne m'avais pas prévenu, j'aurais passé des mois. Peut-être des années. Mariée à quelqu'un qui m'utilisait. Qui me méprisait.
Tu m'as sauvé de gaspiller ma vie sur un mensonge. Les yeux de Claire s'emplirent de larmes. Mais c'étaient des larmes de soulagement. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû mieux te protéger. Je l'ai regardé. Un tableau étrange et puissant sur ma pelouse. Je notais comment la détresse sincère de Claire et sa loyauté féroce envers William contrastaient si nettement avec les manipulations calculées et égocentriques de sa sœur. Là où Ambre n'était que angle vif et agenda caché, Claire irradiait une chaleur et une sincérité qui étaient d'une authenticité déchirante. Même dans sa culpabilité et sa douleur, sa première pensée était pour le bien-être de William. Mon fils avait épousé la mauvaise sœur. Claire, dis-je doucement. Et elle se tourna pour me regarder. Son expression pleine d'une gratitude surprenante. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Vous avez choisi la loyauté et l'honnêteté plutôt qu'un sentiment déplacé d'obligation familiale. Cela demande un vrai courage. J'avais si peur. Avoua-t-elle. J'avais si peur que vous me détestiez pour avoir apporté toute cette laideur dans votre famille. Je souris. Un vrai sourire cette fois. Ma chère. Vous n'avez rien apporté dans notre famille. Vous avez simplement allumé la lumière et révélé la pourriture qui était déjà là. En train de suppurer dans l'obscurité. Maintenant, nous pouvons enfin nous en occuper. William se rapprocha de Claire, sa main planant près de son épaule comme s'il voulait la réconforter mais n'était pas sûr que ce soit approprié. Les anciennes frontières de leur relation étant maintenant floues et incertaines. Claire, j'ai besoin que tu saches à quel point je suis reconnaissant, dit-il. Sa voix sincère. Pas seulement pour m'avoir prévenu, mais pour avoir été honnête quand il aurait été si facile pour toi de rester silencieuse. Le regard qui passa entre eux était chargé de quelque chose de nouveau et de timide. Ce n'était pas de la romance? Pas encore. C'était la reconnaissance profonde d'une blessure partagée, d'une trahison similaire par quelqu'un en qui ils étaient censés pouvoir avoir confiance. C'était la reconnaissance silencieuse de valeurs communes, d'une décence fondamentale qu'Ambre avait si cruellement bafouée et qu'ils tenaient tous les deux pour sacrée. À ce moment-là, ils étaient deux survivants trouvant un radeau de sauvetage dans la même tempête. Je devrais y aller? Dit soudain Claire, détournant son regard de celui de William et me regardant. Elle semblait réaliser qu'elle s'immisçait dans une crise familiale, témoin de ses conséquences brutes et douloureuses. Vous deux avez besoin de temps pour digérer tout ça. En fait, dit rapidement William, une pointe de son ancien lui-même revenant. Voudrais-tu rester pour le dîner? Maman fait le meilleur bœuf bourguignon du département. Et pour être honnête, je pense que nous pourrions tous utiliser une conversation normale en ce moment. Je ne pense pas pouvoir supporter d'être seule. Claire se tourna vers moi pour obtenir la permission. Son expression incertaine. Je hochai la tête chaleureusement. Un sentiment sincère d'accueil m'envahissant. J'adorerais que tu restes. Claire. Ça fait bien trop longtemps que nous n'avons pas eu une conversation honnête autour de notre table. Alors que nous nous dirigions tous les trois vers la maison, je sentis un changement palpable dans l'air qui nous entourait. Le nuage toxique de tromperie et de suspicion qui planait sur notre famille depuis des mois commençait enfin à se dissiper, remplacé par l'air pur et vif de la vérité. La trahison d'Ambre avait été dévastatrice. Une bombe détonnée au cœur de notre famille. Mais son souffle destructeur avait aussi révélé le vrai caractère de toutes les personnes impliquées. Il m'avait montré que William était plus fort que je ne l'avais jamais cru. Capable de faire face à des vérités dures et de prendre des décisions difficiles et douloureuses. Il prouvait que Claire était tout ce que sa sœur n'était pas, loyale, honnête et altruiste. Et il m'avait forcé à redécouvrir ma propre force. Ma capacité à planifier. Attendre et me battre pour ce qui comptait le plus. Ce soir-là,
Alors que nous étions assis autour de ma table de cuisine familière, la même table où Ambre avait tissé sa toile de mensonges quelques semaines auparavant, l'atmosphère était entièrement différente. Nous partagions des histoires. Nous rions. Et pour la première fois depuis longtemps, la chaleur dans la pièce était réelle. Nous ne parlions pas du divorce ou de la liaison. Nous parlions de livres. D'un film drôle que William avait vu. De la passion de Claire pour la photographie de paysages. Nous parlions de tout et de rien. Sauf de la blessure béante qui nous avait réunis. C'était un accord tacite pour créer une petite poche de normalité au milieu du chaos. Je regardais William et Claire ensemble. Il y avait quelque chose de profondément curatif dans leur connexion. Ils étaient comme deux soldats qui avaient survécu à la même bataille. Capables de comprendre le traumatisme de l'autre sans avoir besoin d'en parler. Je vis comment les yeux de William s'adoucissaient quand Claire parlait. Comment il l'écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais montrée à personne d'autre qu'Ambre. Et je vis comment Claire, à son tour, semblait puiser de la force dans sa présence. Son énergie nerveuse se calmant. Son sourire devenant moins fragile et plus authentique au fil de la soirée. Ils commençaient à se voir non pas comme des beaux-parents, mais comme des personnes. Vous savez, dit doucement Claire alors que nous débarrassions la vaisselle. Sa voix pensive. Ambre disait toujours que j'étais trop douce. Trop confiante. Elle me disait que les gens gentils finissent derniers. William s'arrêta dans son travail, s'appuyant contre le comptoir et la regardant attentivement. Je pensais qu'être honnête suffisait. Admit-il. Sa voix basse. Je pensais que si on traitait bien les gens et qu'on leur faisait confiance, ils feraient de même pour vous. Je croyais en la bonté des gens. Et maintenant ? Demandai-je, curieuse de voir comment cette expérience allait façonner la vision du monde de mon fils. William jeta un coup d'œil à Claire. Une conversation silencieuse passant entre eux. Avant de se tourner vers moi. Maintenant, je pense qu'être honnête est toujours le bon choix. C'est le seul choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf. On peut être gentil et se protéger quand même. On peut faire confiance aux gens. Mais seulement à ceux qui prouvent qu'ils le méritent. Ses yeux revinrent vers Claire. Et la signification était sans équivoque. Alors que la soirée touchait à sa fin et que Claire se préparait à partir, William la raccompagna à sa voiture. À travers la fenêtre de la cuisine, je les regardais se tenir dans l'allée sous la douce lueur du porche. Leur conversation intime et sincère. Il ne la toucha pas. Mais l'espace entre eux était rempli d'une intensité silencieuse. Quand il rentra enfin dans la maison, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Une lueur de lumière dans l'obscurité de ses yeux. C'est une femme remarquable, dit-il simplement, regardant par la fenêtre les feux arrière de la voiture de Claire qui s'éloignait. Oui. C'en est une, acquiesçai-je. Très différente de sa sœur. William hocha la tête pensivement. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit plus tôt. Sur le fait de laisser les gens révéler qui ils sont vraiment. Ambre m'a montré exactement qui elle était pendant des années. Mais j'étais trop aveugle. Trop amoureux de l'idée d'elle. Pour le voir. Mais Claire. Elle me montre qui elle est depuis tout ce temps. Elle aussi. Discrètement. Constamment. Et j'ai failli passer à côté parce que j'étais tellement concentrée sur la mauvaise personne. Le cœur guéri. William. Dis-je doucement. Et quand il le fait, il voit souvent plus clairement qu'avant. Cette nuit-là, alors que je me préparais à me coucher dans la maison qui serait bientôt, légalement et sans équivoque, à nouveau la mienne, je pensais aux tournants étranges et douloureux que prend la vie. La traîtrise d'Ambre avait été conçue pour déchirer notre famille, pour nous isoler et nous conquérir. Mais dans un étrange retournement de situation,
Elle avait en fait forgé une nouvelle alliance plus forte, construite sur des bases d'honnêteté et de respect mutuel. En essayant de détruire notre famille, Ambre avait par inadvertance révélé sa véritable force. Elle avait dépouillé les faux-semblants et les fausses loyautés, ne laissant que ce qui était réel et valait la peine d'être préservé. Le lendemain matin, mon nouveau sentiment de détermination fut mis à l'épreuve. William m'appela. La voix tendue d'une nouvelle sorte de fureur. Maman. Tu ne vas pas le croire. Je parcourais certains de nos vieux dossiers financiers. Des choses qu'Ambre avait dans son bureau. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? William? C'est un coffret de sûreté. Je n'ai jamais connu la combinaison. Mais je l'ai forcé. À l'intérieur, il y a des documents. Des documents que je pense que tu dois voir. Est-ce que Claire et moi pouvons passer? 1 heure plus tard, ils étaient dans mon bureau. Le contenu du coffret étalé sur mon bureau ancien. Mon sang se glaça en voyant ce qu'ils avaient trouvé. C'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le premier document était une copie du testament de mon grand-père, qu'Ambre avait dû obtenir par des moyens néfastes. Il était couvert de son écriture nette et précise, avec des notes dans les marges sur la valeur des propriétés, les contestations juridiques potentielles et les lois sur la succession. Elle avait fait des recherches sur son hold-up depuis très longtemps. Le second était un calendrier méticuleusement détaillé. Il montrait quand elle prévoyait de consolider sa liaison avec Richard, quand il lancerait les procédures de divorce, et quand il s'attendait à prendre pleine possession de la maison et de ses actifs. C'était un plan d'affaires froid et calculé pour la destruction de ma vie. Mais c'est le 3e document qui me coupa le souffle. C'était un contrat d'assurance vie. Une police d'1 million d'euros sur ma vie. Souscrite par Ambre 6 mois auparavant, la désignant comme unique bénéficiaire. Elle a falsifié votre signature? Dit Claire. Sa voix un murmure horrifié. J'ai appelé la compagnie d'assurance ce matin, en me faisant passer pour son assistante. Ils ont confirmé que la police est active. Ils n'ont aucune trace de votre consentement. Le visage de William était pâle d'une rage terrifiante et blanche. Elle ne prévoyait pas seulement de te voler. Maman, dit-il. La voix tremblante. Elle prévoyait de. Il ne put finir la phrase. Il n'en avait pas besoin. La femme que j'avais accueillie dans ma famille. La femme que j'avais traitée comme une fille. Avait planifié non seulement ma ruine financière, mais potentiellement quelque chose de bien pire. Les commentaires condescendants, l'inquiétude pour ma santé et mon bien-être, les suggestions d'une vie plus simple dans une résidence pour seniors, tout cela prenait un sens nouveau et sinistre. Il y a plus, dit Claire, sa main tremblant alors qu'elle sortait un email imprimé du bas de la pile. C'est d'un détective privé qu'Ambre a engagé. Elle cherchait des failles dans les statuts de la SCI. Le rapport du détective était complet et glaçant. Il détaillait non seulement les dispositions de la SCI, mais aussi mes routines quotidiennes. Mes rendez-vous. Mon dossier médical, qu'elle avait clairement obtenu illégalement. Mes relations avec les voisins et les amis. Ambre n'avait pas seulement planifié un divorce. Elle m'avait étudié comme un prédateur étudie sa proie, apprenant mes habitudes, mes vulnérabilités, attendant le moment parfait pour frapper. Je regardais les documents, la preuve froide et tangible de la malveillance d'Ambre. Le jeu venait de devenir infiniment plus dangereux. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison et d'un peu d'argent. Il s'agissait de ma vie. William, dis-je. Ma voix aussi stable que l'acier malgré le tumulte qui agitait ma poitrine. J'ai besoin que tu apportes ces documents à la police. L'assurance vie falsifiée. Les dossiers médicaux obtenus illégalement.
C'est un crime. Déjà fait. Répondit-il. La mâchoire serrée. J'ai appelé un de mes amis de fac. L'inspecteur Martinez de la police judiciaire de Paris. Il est en route pour ma maison maintenant pour récupérer les originaux. Il ouvre une enquête pour usurpation d'identité, escroquerie à l'assurance et association de malfaiteurs. Nous restâmes en silence un moment. Tous les trois. Absorbant toute l'étendue terrifiante de la trahison d'Ambre. Elle n'avait pas seulement été infidèle et cupide. Elle avait systématiquement planifié de détruire toute notre famille. Par tous les moyens nécessaires. C'est alors que Claire parla de nouveau. Sa voix hésitante. Comme si elle luttait avec un terrible souvenir. Il y a autre chose? Dit-elle. Quelque chose que j'aurais probablement dû vous dire il y a des semaines. Mais je ne voulais pas croire que ça pouvait être vrai. William lui prit la main. Sa colère s'adoucissant en inquiétude. Vas-y. Claire. Tu peux nous le dire. Claire prit une profonde inspiration tremblante. Ambre n'est pas seulement manipulatrice et cupide. Je pense qu'elle est dangereuse. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'elle fait quelque chose comme ça. Sa voix tomba à un murmure à peine audible. Notre tante Éléonore. Mon homonyme. Elle est morte il y a 2 ans. Une crise cardiaque soudaine. Les médecins ont dit que c'était très inattendu. Ambre. Elle s'occupait d'elle à l'époque. L'aidait avec ses médicaments. Gérait ses finances. Les implications horribles flottaient dans l'air entre nous comme un nuage toxique. La poigne de William sur la main de Claire se resserra. Les médecins ont dit que ça peut arriver à n'importe qui. Continua Claire. Des larmes perlant dans ses yeux. Tante Éléonore avait un problème cardiaque. Et parfois ces choses. Elles arrivent. Mais après. Ambre a hérité de la maison d'Éléonore et de toutes ses économies. Et elle semblait si satisfaite. Pas accablée de chagrin comme on pourrait s'y attendre. Elle semblait satisfaite. Comme si elle avait conclu une bonne affaire. As-tu parlé de ça à l'inspecteur Martinez? Demandai-je. Mon esprit s'emballant. Reliant les terribles points. Claire hocha la tête. Essuyant une larme de sa joue. Oui. Il a dit que. Combiné à l'assurance vie sur vous. Cela pourrait suffire à justifier une enquête formelle sur la mort de tante Éléonore. Il a dit qu'il pourrait même envisager une exhumation. Nous fûmes interrompus par le bruit d'une voiture arrivant dans l'allée avec une agressivité inutile. Son moteur vrombissant avant d'être brusquement coupé. À travers la fenêtre du bureau. Je vis la Mercedes argentée de Richard. Suivie d'un petit camion de déménagement miteux. L'acte final était sur le point de commencer. Juste sur ma pelouse. Ambre sortit du siège passager de la Mercedes comme une furie. Son beau visage tordu en un masque de rage. Sa façade soigneusement construite de belle fille douce et attentionnée s'était enfin fissurée. Révélant le prédateur calculateur qui se cachait en dessous depuis le début. Elle claqua la portière de la voiture avec une force qui résonna sur la pelouse manucurée. Richard sortit plus lentement du côté conducteur. Ressemblant moins à un héros conquérant qu'à un homme qui avait fait une terrible erreur de calcul. Les épaules affaissées de lassitude. 2 déménageurs costauds en salopettes poussiéreuses sortirent du camion. Regardant avec incertitude de la grande maison à la femme qui hurlait. C'est mon signal pour rentrer. Dis-je en me levant de mon bureau. Les documents. La preuve de la malveillance d'Ambre. Étaient éparpillés sur le bois poli. Un instant. Je ressentis une envie primitive de sortir moi-même. De la confronter. De déchaîner le torrent de fureur que j'avais contenu pendant des semaines. Mais je résistais. Mon rôle dans ce drame était presque terminé. C'était la bataille de William à mener maintenant.
Il le fallait. William. Est-ce que toi et Claire pourriez vous occuper de ça? Je ne pense pas pouvoir les regarder tous les deux en ce moment sans dire quelque chose que je pourrais regretter. William hocha la tête. Son visage un masque sombre et déterminé. Ce serait un plaisir? Maman. Il se leva. Et à ce moment, il parut plus grand que je ne l'avais jamais vu. Le garçon avait disparu, remplacé par un homme prêt à défendre sa maison et sa famille. Claire se tenait à ses côtés, sa peur remplacée par une force tranquille et résolue. Ils formaient un front uni. Je me retirai dans mon salon, me positionnant près de la fenêtre avant où je pourrais regarder la confrontation se dérouler sur ma pelouse. Une observatrice invisible de ma propre pièce. Ambre hurlait sur William. Sa voix stridente et laide. Une violation flagrante de l'air paisible de l'après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? William? Pourquoi mes affaires sont-elles dans des cartons sur le trottoir? Je t'avais dit que je venais chercher le reste de mes affaires. Tes affaires sont dans les cartons? Ambre. La voix de William parvint à travers la vitre. Calme et implacable. Un roc contre lequel sa fureur se brisait. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Et tu n'es pas la bienvenue ici. Il désigna ma maison. La maison qu'elle avait déjà revendiquée dans son esprit. C'est ma maison, hurla Ambre. Sa voix se brisant d'incrédulité et de rage. Elle pointa un doigt tremblant vers la porte d'entrée. La maison de Richard. Nous avons signé les papiers. C'est à nous. Non. Dit Claire, s'avançant pour se tenir à côté de William. Sa voix claire et stable. Ça ne l'a jamais été. Et ça ne le sera jamais. Le regard qu'Ambre lança à sa sœur était du pur venin. C'était un regard d'une haine si concentrée que je tressaillis. Même derrière la sécurité de la fenêtre. Toi. Siffla-t-elle. C'est toi qui as fait ça. Espèce de vipère. Tu les as empoisonnés contre moi. Tu as toujours été jalouse. Jalouse parce que j'ai trouvé un moyen de sortir de notre famille pathétique et que tu es toujours coincée à n'être personne. Je préférerais n'être personne qu'être toi. Répondit doucement Claire. Les mots simples ayant plus de poids que tous les hurlements hystériques d'Ambre. Les mots touchèrent un point sensible. Ambre se jeta en avant comme pour attaquer sa sœur. Les mains recroquevillées en griffes. Mais William s'interposa instantanément. Une barrière solide et inébranlable. Il ne la toucha pas. Mais sa présence, sa taille imposante et la fureur froide dans ses yeux suffirent à arrêter son avancée. Pendant un moment, ils formèrent un tableau sur la pelouse ensoleillée. William et Claire, unis dans leur force tranquille et leur intégrité. Ambre, isolée dans sa rage et son désespoir, ses plans s'effondrant autour d'elle. Et Richard, debout à côté du camion de déménagement, une figure pathétique et vaincue qui semblait avoir vieilli de 10 ans au cours de la dernière heure. Il regarda de son fils à sa maîtresse, l'architecte de sa ruine, et sembla enfin saisir toute l'ampleur de sa folie. Sors de la propriété de ma mère, dit William, sa voix portant une autorité que je ne lui avais jamais entendue auparavant. C'était la voix du chef de famille. L'héritier légitime. Tous les deux. Vous avez 5 minutes pour monter dans vos voitures et partir? Ou j'appelle la police. Richard parla enfin. Sa voix fatiguée et brisée. Allez. Ambre. C'est fini. Partons. Mais Ambre n'était pas prête à accepter la défaite. Son ambition était un animal enragé. Et il ne se laisserait pas abattre si facilement. Elle se détourna de William et Claire. Ses yeux fous balayant la façade de la maison jusqu'à ce qu'ils se verrouillent sur les miens à travers la fenêtre du salon. Un choc me parcourut alors que son regard haineux me trouva.
Ce n'est pas fini, hurla-t-elle. Sa voix dirigée vers moi maintenant. Tu te crois si maligne? Vieille sorcière. Mais je sais des choses sur cette famille. Je connais des secrets qui pourraient tous vous détruire. C'était mon moment. Ma dernière réplique dans la pièce. Je fis glisser la fenêtre de quelques centimètres. Juste assez pour que ma voix porte clairement à travers la cour manucurée. Je ne criais pas. Je parlais du même ton calme et conversationnel que j'utilisais pour discuter d'arrangements floraux avec le club de jardinage. Les seuls secrets qui sont détruits aujourd'hui sont les tiens. Ma chère. Dis-je. Et puis. Le coup de grâce. L'inspecteur Martinez est très intéressé par votre relation avec votre tante. Avec Éléonore est. L'effet fut instantané et dévastateur. La couleur quitta le visage d'Ambre si rapidement que je crus qu'elle allait s'évanouir là. Sur la pelouse. Sa bouche s'ouvrit. Mais aucun son n'en sortit. La menace d'humiliation publique. Elle pouvait la gérer. La perte d'une fortune était exaspérante. Mais la réalité froide et dure d'une enquête pour meurtre. D'une exhumation? D'une peine de prison, c'était une terreur qu'elle ne pouvait pas combattre. Elle avait été surclassée à tous les niveaux. Richard vit l'expression sur son visage. La peur pure et sans mélange. Et tout ce qui lui restait de combativité s'évapora. Il lui attrapa le bras. Sa prise dure et urgente. L'attirant vers sa Mercedes. On s'en va. Cria-t-il. La voix rauque. On s'en va tout de suite. Il la jeta pratiquement sur le siège passager puis se dépêcha du côté conducteur. Ne prenant même pas la peine de parler aux déménageurs ahuris, qui s'appuyaient maintenant contre leur camion. Regardant le drame se dérouler bouche bée. Il monta dans la voiture. Et la Mercedes dévala l'allée à toute vitesse, crachant du gravier dans son sillage. Le petit camion de déménagement, son but désormais obsolète, hésita un instant avant de démarrer son moteur et de s'éloigner en grondant, suivant ses employeurs déshonorés vers l'oubli. Le silence s'abattit sur la pelouse, rompu seulement par le chant d'un oiseau dans le vieux chêne. Les étrangers qui avaient envahi ma maison, qui avaient prévu de voler mon héritage et peut-être ma vie, étaient enfin partis. Je sentis quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Une tension que je n'avais même pas réalisé que je retenais. C'était le sentiment d'une bataille gagnée. William et Claire rentrèrent. Tous deux l'air émotionnellement épuisés mais victorieux. William s'effondra dans mon fauteuil préféré. Celui où son père avait l'habitude de s'asseoir. Et passa une main dans ses cheveux en désordre. C'est fini, dit-il. Sa voix un mélange d'épuisement et d'incrédulité. Ils sont vraiment partis. La partie concernant la maison est terminée. Corrigeai-je doucement, m'approchant de lui et posant une main sur son épaule. Mais Ambre doit encore faire face aux conséquences de ses actes. La falsification. La fraude. Et peut-être, pour ce qu'elle a fait à sa tante. La justice avance lentement. Mais elle avance. Claire se recroquevilla sur le canapé, paraissant plus jeune et plus vulnérable que ses 30 ans. Je n'arrête pas de penser que je devrais avoir pitié d'elle, dit-elle. Sa voix faible. C'est ma sœur. Après tout. Ma seule sœur. Mais je ne peux pas. Je me sens juste. Vide. Elle a choisi ce chemin. Pas à pas. Décision après décision. Tu ne lui dois pas ta sympathie. Claire? L'assurai-je. Ma voix douce mais ferme. Elle a jeté ton amour et ta loyauté aussi facilement qu'elle a jeté ceux de William. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Ou, plus exactement, elle doit y faire face. Alors que le soir commençait à tomber,
Nous préparâmes tous les trois un dîner simple dans ma cuisine. C'était comme une célébration. Une réappropriation tranquille du cœur de ma maison. Bien qu'aucun de nous ne le dise explicitement. Nous célébrions la survie. Nous célébrions l'intégrité. Et nous célébrions les liens étranges et inattendus qui s'étaient forgés dans le feu de la trahison. En regardant William et Claire travailler côte à côte au comptoir, coupant des légumes et parlant à voix basse et à l'aise, je pouvais voir quelque chose de beau et de résiliant grandir entre eux. Ce n'était pas la passion désespérée et avide qu'Ambre avait simulée ou la codépendance toxique qu'elle avait partagée avec Richard. C'était quelque chose de réel, de calme et de durable, construit sur des bases de respect mutuel et de valeurs partagées. C'était une fondation de roc, pas de sable. Vous savez, dis-je alors que nous nous asseyions pour manger à la table de la cuisine. La pièce remplie de l'arôme réconfortant du poulet rôti. Cette maison a vu beaucoup d'histoires. Ma grand-mère y a élevé 5 enfants pendant la Grande Dépression. Ma mère a survécu aux longues années de la Seconde Guerre mondiale entre ses murs, attendant le retour de mon père. J'ai élevé William ici. Et un jour, dis-je, regardant de mon fils à la femme merveilleuse à ses côtés, j'espère que ses enfants joueront dans ce même jardin. William et Claire échangèrent un regard. Un regard si plein de promesses tacites et de possibilités futures qu'il m'en arracha des larmes. Mais ce soir, continuai-je, levant mon verre de vin pour porter un toast. Nous célébrons un fait beaucoup plus simple. Nous célébrons le fait que cette maison restera entre les mains de gens qui comprennent ce que signifie vraiment la famille. Alors que nous trinquions à de nouveaux départs, je ressentis la satisfaction profonde et intense d'une bataille bien menée et remportée de manière décisive. Ambre et Richard avaient essayé de détruire tout ce que je chérissais. Mais à la fin, ils n'avaient réussi qu'à révéler ce qui était vraiment précieux, ce qui était vraiment incassable. Ils avaient tout perdu, tandis que nous, au milieu de notre douleur, avions trouvé tout ce qui comptait. 6 mois plus tard, un dimanche d'automne, je me tenais dans ma cuisine en préparant le déjeuner. L'air, qui avait si longtemps semblé lourd de tension et de tromperie tacite, était maintenant rempli des arômes chauds et réconfortants d'un gigot d'agneau, de romarin et de gratin dauphinois. La pièce elle-même semblait différente, plus lumineuse, plus légère. C'était la même cuisine où j'avais subi la fausse sympathie d'Ambre et enduré ses manipulations calculées. Mais aujourd'hui, elle était remplie du son de rire sincère